À quoi ressemblerait le monde si on récompensait l'éthique? Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission qui t'aide à construire une vie et une société pleine de sens. Chaque semaine, je reçois un humain inspirant pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Adrienne Aurel-Pagès de la Banque Postale, qui est partenaire de cet épisode, pour parler d'une innovation sociale qui est une première mondiale. Bonjour Adrienne. Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous. Alors, je te présente en 10 secondes. Tu es directrice de l'engagement citoyen à la Banque Postale et membre du comité exécutif. Alors, la Banque Postale, c'est une banque à capital public, c'est une filiale du groupe La Poste. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que vous avez lancé une innovation sociale atypique pour accélérer la transition. Alors, avant de vous tease un peu, avant de vous la dévoiler, ça me semble important de revenir sur le problème derrière cette innovation auquel vous attaquez. À savoir tout d'abord que aujourd'hui être éthique ça coûte cher en fait. De prendre le train, ça coûte souvent plus cher que l'avion. La nourriture bio et locale, ça coûte je sais pas plus cher que la nourriture industrielle. Les métiers les plus utiles parmi les plus utiles à la société, voilà, les profs, les soignants, etc. Sont mal payés tout simplement. Bref, notre société récompense assez peu l'éthique en termes d'argent en général. Donc à part les gens à la fois écolos ou engagés et qui ont les moyens, globalement, c'est souvent compliqué d'inciter le grand public à s'engager. Est-ce que toi, Adrienne, tu penses que pour beaucoup de citoyens, le prix est un frein à l'engagement? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a accès à des biens de consommation dont le prix ne représente absolument pas la véritable valeur et celle du travail qui a nécessité pour le construire et celui des matières qu'on a extrait. Voilà. Et donc effectivement, aujourd'hui, pour compenser cela, on a des économies parallèles qui sont montées, des circuits, comme tu le disais, en circuit court, toute l'économie autour du bio. Mais en réalité, comme on n'a pas eu de transformation globale du système, en fait, on n'a pas encore un fonctionnement qui permet de remettre le juste prix sur l'ensemble des produits et en particulier d'intégrer les externalités négatives que sont le coût des matières, le coût du travail dans l'ensemble des prix. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, consommer bio, consommer local, paradoxalement, ça coûte plus cher. Et pour aujourd'hui permettre une transition environnementale qui soit socialement acceptable, une transition juste, il faut qu'on revoie l'ensemble de notre système et en particulier, sans doute, qu'on mette en place des systèmes de compensation pour que l'ensemble des populations aient accès à des produits de qualité. Bah, c'est le fameux, quand tu as le choix entre, oui, un t-shirt à 5 € qui vient du Bangladesh et un t-shirt à 60 € made in France, bah, forcément, c'est pas normal, en fait, qu'il y ait autant un tel écart et forcément, ça incite pas, les gens à aller vers des choses plus éthiques. Un problème corollaire à ça, c'est qu'effectivement, comme ce sont des circuits alternatifs, les circuits éthiques, bah, souvent, 2e problème, être éthique, non seulement c'est cher, mais en plus c'est compliqué. Par exemple, en France, il y a 29 millions de résidences principales, dont les 3/4 sont notées, D, A, G, en performance énergétique. Donc, autrement dit, c'est globalement des passoires. Et qui d'ailleurs, avec la loi climat résilience, vont progressivement voir leur loyer gelé. Ils ne pourront plus augmenter les loyers. Et même, ils seront interdits à la location pour les notes E, F et G, enfin G, F et E progressivement dans les années à venir. Vous accompagnez beaucoup de clients qui veulent rénover leur maison. Mais en fait, rénover sa maison, enfin, c'est un sacré chantier entre l'aspect technique, faire des devis fiables, rapidement souvent, parce que tu as besoin, si tu veux acheter un bien, combien d'estimer les travaux, voilà. Savoir lesquels travaux justement vont le plus réduire ta facture énergétique pour pas balancer de l'argent pour rien. Trouver le bon artisan qui soit disponible, savoir si tu es éligible aux aides ou pas, combien de temps, enfin, ça a l'air, enfin, j'ai vraiment pas hâte de de devenir propriétaire. Et c'est tellement compliqué, c'est presque un nouveau métier à part entière que les gens apprennent sur le tas. Alors que, si c'était, plus simple, bah, beaucoup plus de gens le feraient. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a autant de passoires, énergétiques, aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de cette complexité qui est un vrai obstacle à l'éthique? Alors c'est très vrai, effectivement, en particulier sur la rénovation, des logements, le parcours il est extrêmement complexe. Un des enjeux clés aussi de l'acceptabilité sociale, de la transition, c'est de simplifier, les processus. Et donc finalement chercher cette simplification en réalité, elle est complexe parce que là encore, ça nécessite finalement de mettre à plat l'ensemble, de la chaîne de valeur, et donc finalement à la fois les constructeurs, mais ensuite les artisans et en fait mettre tout le monde autour de la table
pour voir dans quelle mesure on peut créer des coopérations en fait entre les différents corps de métier pour vraiment faciliter le parcours du client. Mais aujourd'hui, comme on a une approche qui n'est pas forcément systémique de la transition et qu'en réalité on va faire mesure par mesure, ben, du coup on se retrouve avec un empilement derrière de mesures qui en soi unitairement sont toutes intéressantes, mais qui contribuent en fait encore plus à la complexité du parcours pour le client. Oui, s'il y avait une vision, de l'État, par exemple, globale de: «OK, on va dans cette direction» et du coup, il y a tout cet éventail de mesures qui sont cohérentes entre elles, bah, ça ferait moins des lois, des décrets par-ci par-là qui s'additionnent et en fait, on est plus perdu à la fin qu'au début, quoi. En fait, ouais, sur la dimension, aussi justement, transformation environnementale, on voit bien que, un des enjeux clairs par rapport, à notre modèle historique du capitalisme, c'est vraiment que les entreprises travaillent ensemble, coopèrent et le capitalisme, il est fondé, sur une notion de compétitivité, en fait, entre les entreprises. Mais quand on se retrouve dans un système où les ressources naturelles sont finies, en réalité, on a besoin de travailler ensemble et ça, c'est ce mode de travail collectif qui est extrêmement puissant quand on y arrive, qu'il faut, vraiment, accentuer. Donc en résumé, être éthique dans notre société actuelle, c'est souvent 1 cher et 2 compliqué. Alors que si on arrivait à faire que ce soit simple et pas trop cher, accessible, bah, je pense que ouais, ça baisserait tellement les freins à l'entrée qu'il pourrait y avoir une énorme vague d'engagement citoyen. C'est pour ça que vous avez développé une innovation sociale qui risque, de secouer pas mal, de banques d'ailleurs. Mais juste avant d'en parler, j'étais obligé de revenir sur le fait que vous êtes, une banque, atypique. Personnellement, j'en avais que, partiellement conscience avant de préparer cette interview. Pour moi, vous étiez, bah, vous êtes une grosse banque, plus éthique que la moyenne, mais une grosse banque, donc logiquement, je me méfie un peu et je me dis que je dois pas être le seul, donc autant, remettre les choses à plat. Alors, comme le disait un de vos dirigeants, on va pas se mentir, vous êtes pas une ONG, vous êtes bien une banque commerciale. Mais, bah, déjà, vous êtes une filiale, de La Poste. La banque postale a été créée il y a seulement 18 ans et notamment avec une mission d'accessibilité bancaire. Donc par exemple pour permettre à 1,5 million de personnes, SDF, migrants ou gens du voyage de ne pas être exclus bancaires. Par exemple, vous avez l'obligation d'ouvrir un livret A à toute personne, qui en fait la demande et souvent, bah, pour eux, le livret A, par exemple, ça sert de porte-monnaie électronique pour, recevoir des aides sociales, par exemple. Donc c'est la seule banque avec une mission d'intérêt général, inscrite dans la loi et en parallèle, moi, j'avais surtout entendu parler de votre décision de sortir des énergies fossiles. Tout à l'heure, on disait que, alors être éthique, ça peut coûter cher, mais à l'inverse, justement, polluer, ça peut être très rentable, aujourd'hui. Et la première critique, évidemment, faite au secteur bancaire, dont on a pas mal parlé déjà dans Soif de sens, c'est de financer massivement les énergies fossiles qui polluent énormément et du coup d'être complice, directement ou indirectement de crimes climaticides. Et bien, en 2021, la Banque postale a décidé d'arrêter tout financement dans les énergies fossiles, ce qui était une première en France, pour en tout cas une aussi grosse banque. Et en 2023, l'exposition donc nette de la Banque postale aux énergies fossiles ne représente plus que 0,01% de votre portefeuille entreprise, donc c'est vraiment des cacahuètes. Et on sera à 0% en 2030. Ma question, c'est, au-delà de cette mission d'accessibilité et de cette sortie des fossiles, est-ce que tu peux nous parler du caractère atypique de la Banque postale et surtout de votre vision? C'est quoi le monde que vous essayez de construire? Oui, alors, la banque postale effectivement, a une conviction qui est celle d'exercer son métier de banquier en lien avec les limites planétaires pour justement travailler à une transition juste. Et finalement, une banque qui est devenue une entreprise à mission, c'est une banque qui passe, d'un monde en 2 dimensions, donc les banquiers, ça regarde le rendement et le risque, à un monde en 3 dimensions, le rendement, le risque, l'impact. C'est vraiment ça notre vision, d'intégrer cette dimension de l'impact pour participer à la construction d'une transition juste. Alors ça veut dire intégrer l'impact en fait dans tous nos process. Donc en fait quand on va collecter l'information auprès du client, quand on va décider de t'accorder un crédit immobilier, dans tout ce processus-là de collecte de l'information, on va intégrer la dimension de l'impact, mais on va aussi l'intégrer dans notre gouvernance des objectifs du directoire jusqu'aux objectifs de l'ensemble des salariés et aussi intègre à la fois leur rémunération individuelle et la rémunération collective. Ça veut dire aussi, bien sûr, accompagner nos clients dans la transition juste, en particulier en développant des offres qui répondent aux enjeux environnementaux, sociaux, territoriaux,
à la fois pour nos clients particuliers, mais aussi, on est le premier prêteur, des collectivités locales, l'un des premiers financeurs des hôpitaux, en France, et donc aussi répondre, aux entreprises, aux bailleurs sociaux, aux institutionnels, qui, ont des besoins extrêmement forts, bien sûr, en matière de transition. La dernière étude I4C a souligné le besoin d'investissement de plus de 14 milliards des collectivités locales à horizon 2030 pour financer la transition des collectivités locales. Ouais, vous devriez avoir quelques nouveaux, crédits du coup. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, le fait que la finance est au début d'une transformation majeure de ses pratiques et justement le passage de ce monde de 2D à 3D, risque et rendement à risque, rendement et impact? Ouais, alors, quand on prend une décision d'investissement ou de financement, on la prend de manière beaucoup plus éclairée quand on a plus de données, quand on élargit le prisme finalement et donc quand on intègre des nouvelles données comme les données environnementales, ou sociales. Un peu comme la première fois que tu vas au cinéma en 3D, à la fois quand tu chausses tes lunettes, tu te dis: «Bon, c'est un petit peu bizarre» et puis potentiellement ça te donne mal au cœur, exactement. Donc il y a un vrai changement, culturel et en même temps, tout d'un coup, tu as toute une nouvelle perspective et surtout, tu as finalement une bien meilleure appréciation du risque. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les enjeux environnementaux et sociaux ont des impacts sur le risque des banques. Et puis derrière, ça te permet du coup de mieux apprécier le rendement de tes actifs et comment tu vas construire finalement une activité qui, elle, va être durable. Oui, on l'a vu pendant le covid, c'est les banques qui avaient les actifs les plus éthiques qui ont le mieux résisté parce qu'effectivement, tu es moins dépendant de la mondialisation, par exemple. Et moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est là où, il y a beaucoup de banques qui parlent de: «Oui, on essaie d'intégrer, l'impact» et voilà, enfin 9 fois sur 10, clairement, c'est du blabla. Là, si tu crées un outil dont on va vous parler pour mesurer, l'impact et qu'effectivement ça décline dans toutes les décisions de, tu dis du board tout en haut jusqu'au conseiller client, bah, là, ça me parle plus parce que, OK, là, on peut pas dire c'est bullshit, quoi. Alors c'est un process qui prend du temps, parce que c'est une transformation culturelle, et une transformation aussi, technique. Enfin donc il faut, changer, tous nos processus, IT. C'est des développements informatiques, bien sûr qui prennent du temps et puis aussi collecter cette nouvelle donnée, c'est pas si simple. Quand justement, bon, tu as pas encore fait de crédit immobilier, mais si tu le fais, tu vas voir qu'on te demande beaucoup d'informations. Donc là, on arrive à collecter pas mal d'informations, mais pour certains types de financement, par exemple auprès des petites, entreprises, on a plus de mal à collecter ces informations. Donc il y a un certain nombre de défis techniques, de disponibilité de la donnée et puis encore une fois de changement culturel parce que, ça implique, en fait, vraiment, en intégrant l'impact, de voir encore une fois différemment et le risque et le rendement. Ça implique du coup de former bien sûr nos collaborateurs à cette dimension, et surtout de passer d'une approche où on a, je pense, une vision de l'impact assez dogmatique. Tu évoquais notre sortie des énergies fossiles. On est sorti des énergies fossiles parce que c'était ce que la science nous disait, c'est ce que tous les scénarios climatiques disent, pour être aligné avec l'accord de Paris, qui est vraiment la conviction première pour construire un monde lié à la transition juste. Il faut arrêter le financement des énergies fossiles. Et donc on y arrive pendant 2 ans en co-construction avec, WWF. Vous avez développé une innovation sociale qui est une première mondiale pour récompenser l'éthique justement et servir une transition juste. Roulement de tambour, ça s'appelle l'indice d'impact global. Concrètement, c'est une note, un score pour mesurer et récompenser l'impact positif, des projets, alors des citoyens, des entreprises, des collectivités, peu importe. Par exemple, si tu fais un crédit immobilier à la banque postale et que tu vas faire des travaux de rénovation énergétique, ou tu fais appel à un artisan local, ou juste un client en difficulté avec des revenus modestes, dans tous ces cas, tu bénéficies d'un taux bonifié, donc ton taux d'intérêt est réduit, selon l'impact positif de ton projet, qu'il soit environnemental, social ou territorial. Et donc concrètement, voilà, on peut baisser ton taux d'intérêt de 0,1 à 0,2 voire 0,3 ce qui peut faire quand même un sacré montant sur un prêt de, je sais pas, 20 ans. Donc on va rentrer dans le détail des critères juste après, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui écoutent qui sont intéressés. Mais déjà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette innovation et votre volonté d'encourager, l'impact positif? Parce qu'il y en a plein qui le font pas, vous êtes pas obligé de le faire, quoi. Oui, alors, effectivement, le sujet de passer, dans ce monde à 3 dimensions, ça nécessite vraiment de quantifier cet impact. Les banquiers, ils travaillent avec des chiffres, donc le rendement, le risque, ça, c'est des notions qu'on appréhende très facilement de manière quantitative. C'était important pour nous d'essayer de quantifier l'impact. Alors,
ce score aujourd'hui, évidemment, il est encore, imparfait, il se fonde sur des données, qui sont, voilà, parfois, pas toujours fiables. On travaille avec ce qu'on appelle des proxys. Donc des proxys, en fait, ça va être des approximations des données, parce qu'on n'a pas la donnée réelle, donc on va approximer en fonction de grandes données qu'on a sur les secteurs. Mais il n'empêche que ça donne effectivement une première dimension très concrète. Et ensuite, en fonction des actifs qu'on va analyser, donc si c'est un crédit immobilier ou si c'est un crédit aux entreprises, on va utiliser des données qui sont très différentes, mais qui se regroupent toujours dans la dimension environnementale, sociale et territoriale. Donc ça, c'est sa construction. Et effectivement, on l'a travaillé en co-construction avec nos parties prenantes et en particulier avec le WWF. C'était très important pour nous d'avoir ce regard externe, mais plus que regard, parce que ça a été un vrai challenge. Voilà, à chaque indicateur qu'on prenait, c'était décortiqué par le WWF. Mais ce qui nous permet aujourd'hui d'être très confortable avec cette notion d'impact qui est toujours compliquée. Bah, c'est qualitatif et pluridimensionnel, donc enfin, c'est très dur à mesurer, quoi. Il peut y avoir une dimension subjective. Donc c'est pour ça que c'était important pour nous de s'entourer, de gens qui avaient un regard externe, et qui pouvaient, nous aider, encore une fois, à factualiser le plus possible, cette, notion d'impact. Alors pour rentrer un peu dans le détail, du coup, on l'a évoqué, il y a 3 domaines où votre projet peut avoir un impact positif. Si vous faites un crédit immobilier, par exemple, bah, la Banque Postale va mesurer l'impact donc environnemental. Par exemple, vous achetez un logement efficace énergétiquement ou qui a peut-être une faible emprise au sol, avec donc un faible impact sur la biodiversité, parce qu'il n'y a pas, l'efficacité énergétique qui compte dans l'environnement. L'impact social, donc on disait, voilà, vous êtes récompensé si vous avez des revenus modestes, bah, voilà, parce qu'on est pour une répartition des richesses, ou si c'est votre premier achat immobilier pour encourager l'accès à la propriété, parce que bah, oui, devenir proprio, à terme, c'est une sécurité financière et des économies. Et enfin, l'impact territorial. Donc, si vous installez dans une zone pardon, de revitalisation rurale ou bien une zone où on manque de logements, ou si vous embauchez effectivement un artisan local pour vos travaux, bref, quand l'impact de votre projet est positif, bah, du coup, vous êtes récompensé, ce qui est trop bien parce qu'on l'a vu, il y a tellement de domaines où c'est, bah, au contraire, c'est le contraire justement, c'est galère d'être éthique, et donc en gros, à chaque fois maintenant qu'à la banque postale, vous, Adrienne, vous décidez d'accorder un crédit ou un investissement, vous utilisez tout le temps cet outil, pour mesurer l'impact extra-financier, pour pas se limiter juste aux risques et aux rendements financiers, qui ont toujours leur importance évidemment, mais mais voilà, avoir une vue en 3D comme on disait. Aujourd'hui, il y a personne d'autre qui fait ça dans les banques, non? Oui, aujourd'hui, on est les seuls, à le faire. En fait, ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que, ce, produit, il est tout à fait rentable. C'est-à-dire que la bonification tarifaire qu'on va donner sur les critères environnementaux, sociaux, territoriaux, elle est compensée par des bonifications tarifaires qu'on pouvait faire avant pour d'autres, raisons. Ça, on va moins le favoriser, et plus favoriser la dimension, environnementale et sociale, mais qui fait que ça reste un produit qui est rentable, et qui permet du coup à la banque aussi, de construire, sa durabilité et sa profitabilité. Ouais, raison de plus pour que d'autres vous copient, du coup. Et dans le secteur bancaire, il y a beaucoup de méfiance des citoyens, à raison, parce qu'il y a beaucoup de banques qui communiquent, elles sont incroyablement écolo ou engagées, mais c'est évidemment souvent du greenwashing. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui se demandent si, cet indice, ce serait peut-être du greenwashing? Ouais, cette réflexion, elle est totalement, légitime. Il faut quand même avoir en tête que, les banques, c'est un secteur qui est très réglementé, qui est de plus en plus regardé, et donc aujourd'hui, faire du greenwashing de manière, caricaturale, voilà, c'est quand même, vraiment, très compliqué, et heureusement, c'est très encadré. Nous, on se prémunit, effectivement du greenwashing, d'abord par une transparence énorme. Donc la construction de notre indice, est totalement, publique, et on peut expliciter à chacun de nos clients, comment, son score a été construit. Et puis aussi sur cette dimension partie prenante qui est renforcée aussi par notre statut d'entreprise à mission, parce que quand on est une entreprise à mission, on a aussi un comité de mission dans lequel nous, il y a le WWF, mais pas que, d'autres, associations, qui sont partenaires historiques, de la Banque Postale, comme l'association Crésus qui lutte contre le surendettement, ou un représentant de Pour un réveil écologique. Et puis on a des représentants, d'entreprises, d'autres secteurs, des économistes, des spécialistes du climat, et cetera. Et voilà, cette dimension de challenge, encore une fois,
2 parties prenantes, elle est extrêmement importante pour assurer que, c'est pas juste nous qui proclamons qu'on est vert, mais voilà, c'est vraiment, validé, en fait, par une approche externe. Est-ce que pour toi, créer cet indicateur, c'était aussi un moyen justement de se distinguer du bullshit dans la finance verte? Ou, je crois qu'il y a un de vos dirigeants qui disait justement, que c'était un moyen de tracer une ligne, dans le marbre carrément entre vous et bah, ces grandes banques qu'on connaît qui investissent dans des bombes, climatiques notamment? Alors, notre objectif, il est plutôt d'avoir un effet positif, hein, d'entraînement du secteur bancaire. Ce que tu disais, la Banque Postale aujourd'hui, c'est la 11e banque, 11e groupe de banques assurances en Europe, donc c'est pas négligeable, mais c'est la 6e banque française. On n'est pas non plus parmi les plus gros et donc finalement, seul, on va pas arriver, à changer, la façon dont, l'économie, se finance. Donc notre objectif, il est plutôt de montrer la voie, et puis ensuite de créer cet effet d'entraînement. Pour revenir sur le greenwashing, personnellement, je trouve qu'il y a 3 choses pour, bah, prévenir le greenwashing. Un, bah, on peut améliorer que ce qu'on mesure. Donc là, avec cet indice, évidemment imparfait, embryonnaire et cetera, parce que c'est le début, on peut déjà mesurer, davantage son impact, alors qu'avant, c'était un peu au pifomètre. Donc on peut pas tricher et dire, qu'on décarbone, sans chiffre ou quoi. Là, c'est quantifié et je citerai pas de nom, mais voilà, une banque qui voudrait cacher ou minimiser son impact négatif, ne lancerait jamais ce genre, d'innovation. Donc enfin, ça paraît logique. Ensuite, il y a les audits. En juin 2023, l'agence de notation extra-financière, Moody's a attribué un score de 74 sur 100 enfin, à vous, à la Banque Postale pour sa RSE. Je crois qu'aucune banque mondiale n'avait un meilleur score, en tout cas l'année dernière. Et enfin, il y a le fait que vous proposez une offre globale cohérente, où vous prenez les gens par la main. C'est pas un truc isolé. En intro, on parlait de la complexité à faire éthique. Il y a pas que la question financière, notamment dans la rénovation énergétique. Il y a aussi, comment on simplifie, bah, le passage à l'action. Et donc, en plus de la bonification, donc la baisse du taux d'intérêt, qui répond au frein de «c'est trop cher», vous avez lancé 2 outils qui répondent au frein de «bah, c'est trop complexe». Un, mon simulateur énergétique, ça permet d'estimer en 5 minutes, le budget à prévoir pour faire, la rénovation énergétique d'un bien immobilier que vous voulez peut-être acheter ou du vôtre si c'est pour un crédit à conso. Et 2, mon projet énergétique, donc c'est une plateforme pour accompagner les gens dans leurs travaux, pour affronter toutes les galères dont on parlait tout à l'heure, à faire les bons choix, à les mettre en contact avec des artisans certifiés, à obtenir facilement, les aides d'État et cetera, plutôt qu'à stresser, tout seul dans son coin. Ce serait quoi le bénéfice de cette offre globale d'accompagnement, soit pour, estimer les budgets, soit pour, la plateforme d'accompagnement? Ce serait quoi les bénéfices pour vos clients? Alors, pour nos clients, c'est très clairement, de vivre dans des logements qui ont une meilleure performance énergétique, donc qui derrière, ont des dépenses, énergétiques, des factures énergétiques, moins importantes, qui derrière sont revalorisées aussi évidemment, en tant que vente, et puis, d'avoir un confort, vivre dans un logement qui est sain, être, se sentir bien dans son logement, c'est quelque chose, que justement on valorise peut-être pas, suffisamment bien, donc le bien-être en fait, de vie et puis, de dérisquer en fait notre bilan, parce qu'on va avoir, des immeubles qui sont mieux armés, pour un monde sans doute, à 4 degrés, tel qu'il se profile. Ouais, mais individuellement, avant même de faire votre crédit, en fait, bah, j'imagine, du coup, tu peux beaucoup plus t'approprier ton projet et mieux connaître le bien, voir des risques que tu avais peut-être pas identifiés et du coup, bah, décider de pas acheter ou enfin, tu gagnes du temps, en fait et je pense que tu es beaucoup moins dans le noir à voilà, encore une fois, un peu au pifomètre, à croiser les doigts qu'il y a pas une mauvaise surprise quelque part ou bah, voilà, là, tu peux gagner plus d'argent avec les aides ou avec des travaux mieux ciblés ou enfin, moi, je sais que je serais je serais vraiment, trop stressé. Là, j'imagine que tu es plus rassuré et encouragé aussi dans ta démarche éthique parce que, bah, tu es dans un accompagnement global avec des gens qui l'ont déjà fait des centaines de fois. Alors j'imagine que là, vous commencez à comprendre que c'est pas juste un gadget, mais j'ai l'impression qu'on peut avoir cette impression. Demain, au-delà de la banque postale, quel impact ça peut avoir cette innovation, voilà, qui récompense l'éthique, qui risque de créer un appel d'air? Déjà, j'imagine que ça peut se généraliser auprès de vos 20 millions de clients, c'est pas rien. Ça peut aussi mettre la pression aux autres banques qui alors je sais pas si vous vous le souhaitez ou pas, mais qui risquent, de vous copier. Quelle réaction en chaîne ça peut, provoquer demain au-delà de vous, votre activité?
qui est clair, c'est que la notion d'impact aujourd'hui, c'est un peu un des nouveaux grals, oui, de la finance, mais et plus largement de l'économie, et notamment, la nouvelle réglementation. Maintenant, on va avoir les ESRS qui sont en fait des normes qui viennent régir les nouvelles normes extra-financières. Du coup, publier son impact, est aujourd'hui, une nouvelle frontière pour les entreprises qui vont toutes, développer, des mesures d'impact, et donc sans doute, s'inspirer en particulier, de notre indice d'impact global. Ouais, c'est ça pour moi, c'est important de montrer que c'est pas juste effectivement un petit gadget cool de, bah, tu fais une bonne action, tu as un bon point. Non, en fait, là, on parle de, potentiellement changer les standards de l'industrie financière. Alors avec voilà, des mots compliqués ou des trucs pas forcément, passionnants pour le grand public, mais qui a un impact colossal si demain, voilà, on décide que, on peut financer que tel ou tel projet s'il y a une mesure d'impact, ce qui avant n'existait pas, quoi. Donc c'est comment est-ce que tu crées un nouveau paradigme, un nouveau, ouais, des nouvelles lunettes avec lesquelles, toutes les banques vont voir le monde et en espérant que, voilà, votre innovation fasse effet de levier sur, tous les autres qui, bah, auront l'air un peu bêtes s'ils embarquent pas, s'ils prennent pas le pas, quoi. Et il y a un deuxième volet pour moi qui est aussi, bah, d'aider l'État dans ses objectifs, que ce soit de renouvellement du parc immobilier, parce que c'est des lois, en fait, ou de zéro artificialisation, pardon, nette. Donc c'est pas juste, vous, qui ramenez, vos objectifs, positifs. C'est, une mission d'intérêt général qui s'inscrit dans un plan, national, en fait. Ouais, 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 tout à fait. Bah, c'est contribuer à la stratégie nationale bas carbone, et ce qui est clair, en tout cas, c'est que les banques sont évidemment des acteurs extrêmement importants de cette transformation, mais c'est sûr qu'elles peuvent pas y arriver seules. Et puis pour récompenser l'éthique, je crois que vous avez une autre innovation qui arrive, mais qui est encore top secrète, donc on n'en dira pas plus. Tu dis qu'une entreprise engagée, c'est aussi une entreprise qui renonce. Est-ce que tu peux ça m'a beaucoup plu. Tu peux nous en dire plus? Oui, ça c'est une conviction, très forte. À un moment donné, prendre en compte l'impact, bah, ça nécessite, de renoncer sur une partie du rendement et aujourd'hui, nous, on est une entreprise, qui est publique, alors qui a, comme tu dis, on est une banque commerciale, donc on a un vrai, besoin, d'être une entreprise, rentable, en particulier, parce qu'on fait partie, du groupe La Poste qui lui-même a des missions, d'accessibilité territoriale, emploie 250 000 postiers, donc c'est les premiers employeurs de France avec vraiment une mission sociale extrêmement importante. Mais on n'est pas non plus une entreprise qui est pressurisée par le marché à des niveaux de rentabilité qui sont potentiellement excessifs. Et ça, je crois que c'est une dimension qui est quand même importante à avoir en tête. On cherche vraiment la rentabilité juste et donc potentiellement à renoncer à certaines sources de rentabilité pour pouvoir avoir une mission sociale. Et si je donne l'exemple concret des énergies fossiles, quand on est sorti des énergies fossiles, à la fois on était une banque assez jeune, donc on n'avait pas non plus beaucoup d'investissements dedans, mais il faut bien comprendre qu'on se prive de tous les flux futurs aujourd'hui de services financiers, hein, parce que c'est pas seulement de l'investissement ou du financement, c'est tous les services financiers. Donc c'est potentiellement proposer des moyens de paiement à certaines entreprises. Bah, on se prive de ce flux vis-à-vis d'entreprises qui aujourd'hui en plus sont parmi sans doute les plus rentables de l'économie. Donc voilà, c'est cette dimension d'engagement à un moment donné, elle va forcément avec des renoncements. Toi, pourquoi est-ce que personnellement ça te tient à cœur de favoriser ces transformations et cette transition? C'est un vrai challenge d'accompagner, la transformation, d'une entreprise comme celle-là et plus largement de participer à la réflexion d'une nouvelle économie. Moi, je suis persuadée, mais je suis pas la seule évidemment à le penser, qu'on est, dans une nouvelle révolution, industrielle. Donc, du coup, bah, c'est compliqué parce qu'on perd, ses repères, parce qu'on doit justement, reconstruire, cette dimension et puis surtout, il y a ces imbrications entre les enjeux environnementaux. Donc, tu as cité la biodiversité, le climat, mais aussi les enjeux sociaux. Donc c'est extrêmement complexe en fait d'essayer de tout rassembler. Mais voilà, je crois que c'est ça qui en tout cas donne beaucoup de sens aujourd'hui à mon métier au cœur de la banque postale. Trop bien. Merci Adrienne. Mmh. Merci Si vous beaucoup voulez en Pierre. savoir plus sur le crédit IMO à impact, je vous mets le lien en description. Et si tu veux plus d'épisodes avec des humains rayonnants, eh ben abonne-toi et parle de ce podcast à un ami, ça m'aide énormément. Ciao Adrienne, ciao tout le monde.